Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de l'été. Bienvenue dans chaque édition. Nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ces éditions. Le patrimoine scientifique se préserve. Ici, à la Fac des Sciences, un accélérateur de particules a été recréé. Un peu comme un décor de Jerry Anderson dans Cosmos 1999, sur le modèle de celui qui a été utilisé ici pendant de longues années. Cet accélérateur, il a été utilisé à l'université de 1985 au début des années 2000 et ensuite il a été sauvegardé et il est symbolique, cet accélérateur, parce que c'est le premier instrument qui a été sauvegardé au titre de la mission de sauvegarde du patrimoine de l'université de Limoges. Dans le cas de l'accélérateur de Limoges, on va plutôt accélérer des ions, c'est-à-dire des atomes auxquels on va enlever un électron ou plusieurs. Et donc ces particules chargées, on va les accélérer et avec une certaine vitesse, elles vont pouvoir pénétrer dans la matière et changer les propriétés physiques. Et sur le campus, juste à côté de la reproduction de l'équipement, une fresque de vulgarisation scientifique réalisée par un enseignant-chercheur, doublé d'un illustrateur. Je faisais une thèse sur la physique-chimie des matériaux et donc on travaillait sur des matériaux qui devaient être irradiés par cet accélérateur de particules. Alors précisément, on envoyait des ions sur les matériaux. C'était un implanteur ionique, donc les ions arrivaient à très grande vitesse sur le matériau, pénétraient la matière et transformaient la matière pour en faire des semi-conducteurs. J'ai toujours un peu dessiné, mais c'était un hobby, je dessinais, je faisais un peu de peinture, mais donc j'ai fait mes études, je suis devenu enseignant-chercheur à l'université de Limoges et donc je suis professeur de physique-chimie. J'ai développé des recherches à la faculté de pharmacie parce que j'ai un poste à la faculté de pharmacie. Et il y a 3 ans, 4 ans à peu près, j'ai eu envie de mélanger les deux. J'avais envie d'aller un peu plus loin en dessin et d'utiliser le dessin pour faire de la vulgarisation scientifique et parler au plus grand nombre. Les travaux menés avec ce type d'appareil ont permis bien des évolutions technologiques, notamment dans la diminution de la taille de certains composants électroniques. Et par exemple, pour faire un très bon contact entre ces petites parties de composants et les lignes, les bus qui alimentent ces composants, eh bien on va faire de l'implantation ionique et on va doper en surface ces matériaux-là pour faire des très très bons contacts. Ça, c'est peut-être le plus grand apport aujourd'hui de l'implantation ionique. J'ai toujours aimé faire ça. Dès ma thèse, j'avais raconté ma thèse sous la forme des aventures de Tron l'électron qui discutait avec les gens du laboratoire. Donc j'avais toujours envie de me lancer là-dedans et il fallait à un moment ou un autre prendre du temps et consacrer du temps pour s'y lancer. C'est ce que j'ai fait et j'aime vraiment faire ça. J'aime construire les histoires, les scénarios pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, sans transition dans ce journal, intéressons-nous à présent à une solution séduisante pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. L'autosuffisance énergétique, c'est la solution choisie par une entreprise de la Sarthe grâce à l'installation d'un panneau solaire géant. À la clé des économies d'électricité et une facture allégée. Explication d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Regardez. Ici, on l'appelle le tracker, un panneau solaire géant bourré de technologies capable de fournir toute l'énergie dont cette entreprise a besoin. Il permet de travailler sur 2 plans, donc de suivre le soleil le matin jusqu'au soir, et il est double face également, ce qui lui permet de récupérer l'énergie de sa face exposée au soleil, mais aussi de sa face antérieure. Ça nous permet, surtout aujourd'hui, en cas de forte présence du soleil, de produire plus d'électricité que demandé et de mettre cette électricité dans un coffre-fort énergétique. Le panneau embarque aussi des outils de suivi en temps réel pour savoir où, quand et comment est utilisée l'électricité. On consommait l'électricité qu'on pensait juste, mais finalement avec le suivi internet, on s'aperçoit que on gaspillait beaucoup d'électricité, notamment la nuit, où des appareils restaient tournés, qu'on pensait sans grand impact, on va dire, électrique, mais qui finalement, quand on les coupe, on économise. Pour l'entreprise qui embauche 80 salariés, cette démarche s'inscrit dans une volonté globale de réduire son impact environnemental alors qu'elle est en plein développement. On a fait appel à des spécialistes, donc le CPIE, qui, eux, sont venus faire un état des lieux
du quartier, entre guillemets, pour savoir quelles sont les espèces présentes ici et savoir si on ne peut pas améliorer, entre guillemets, leur cadre de vie à l'avenir. Et si jamais on a besoin d'extension, de ne pas les perturber. L'entreprise espère désormais aller plus loin. Elle prévoit de réinjecter les économies effectuées dans la recherche et le développement écologique de son activité. Qui sait, elle verra peut-être même éclore une véritable réserve naturelle sur son site. Cette discipline encore méconnue vise à réaliser à l'aide de simples râteaux des œuvres gigantesques sur les plages. Le sable, comme simple support, le beach art est éphémère puisque soumis à la volonté des marées. Une découverte et de sublimes images dans ce sujet de Simon Barraud pour TVR. Votre feuille de dessin, je vous la présente, elle est là. Et dans quelques heures, la mer va tout effacer, comme ça demain nous aurons une nouvelle feuille de dessin. En cet après-midi venteuse, sur la plage du Sillon, à Saint-Malo, 8 personnes sont venues participer au cours de Beach Art animé par Inga. Chaque groupe va devoir dessiner une rosace large d'une vingtaine de mètres chacune. Le tournevis, c'est la pointe du compas. Et ça, c'est le crayon papier qu'on met au bout du compas qui va te servir à tracer. Première étape, les contours de la rosace. Sur le moment, en fait, il faut vraiment faire attention à la tension du fil et tout. On se rend pas trop compte. Je crois qu'après, on va voir effectivement en montant que c'est dessiné et que ça commence à ressembler à quelque chose. Après avoir pris un peu de hauteur, il est temps de passer au remplissage. On se réchauffe. C'est super agréable à faire. On se concentre. On prend un bon bol d'air. C'est génial. Si Inga Smizinski s'est fait un nom dans le beach art, c'est grâce à ses œuvres spectaculaires dessinées sur les plages de la région. Une passion devenue son métier. Au début, c'était uniquement pour le plaisir. Donc je dessinais des animaux, des mandalas. Et puis progressivement, j'ai des amis qui m'ont demandé des commandes pour des anniversaires. Et puis un jour, ça a été des entreprises, des associations. Et puis finalement, c'est devenu officiel. Donc en fait, la plupart de mon travail, ce sont des commandes. Le tracé des beach artistes étant dicté par la marée, il faut savoir s'arrêter quelques secondes et prendre le temps de contempler son œuvre. Vous avez vu? C'est magnifique ce que vous avez fait, hein. Bravo les artistes. Hein. Ils sont tous les trois différents, ça n'a rien à voir. 3 rosaces, 3 ateliers. En fait, oh, il y a le soleil qui arrive, regardez. Ouais. Wow. Des œuvres gigantesques, éphémères, qu'il faut apprendre à délaisser. Il va falloir se détacher de cette œuvre, la laisser à la nature, qui dans quelques heures va tout effacer. Et donc demain, on aura de nouveau une nouvelle feuille. Une nouvelle feuille prête à accueillir de nombreux dessins. Et si le bain de mer était la solution pour bien vieillir? Dans cette EHPAD en Martinique, les résidents attendent chaque vendredi cet incontournable rendez-vous. Un véritable moment de bien-être pour ces personnes âgées. C'est un reportage de notre partenaire Via ATV en Martinique. Regardez. Je suis comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Paulina a 92 ans et un grand sourire aux lèvres. Pour ces résidents de l'EHPAD du Marin, ces baignades à Lance-Figuier sont un réel moment d'évasion. Le fait de rester toujours dans la chambre et puis sortir, venir ici peut-être tous les fin du mois, bien début de mois, ça me fait du bien. Un bain de mer qui procure de la détente, mais pas seulement. Les encadrants profitent de ce moment pour travailler certains muscles et articulations peu mobilisés au quotidien. Là, ça va être essentiellement des activités pour vraiment débloquer un peu leur mobilité dans l'eau. Parce que c'est un milieu où justement on va travailler tout ce qui est les muscles profonds, toutes les articulations. Et ça va permettre de travailler des exercices qui ont plus de mal sur terre à faire et donc dans l'eau ils ont plus d'aisance. Le projet est né il y a 1 an, porté par un jeune professionnel de la maison de retraite. Âgé de 26 ans, il est enseignant en activité physique adaptée et nageur sauveteur. Pour lui, l'eau est un espace privilégié de stimulation cognitive. La pratique est mise en avant par plusieurs déplacements dans l'eau. Donc l'objectif, c'est aussi de travailler la confiance en soi, l'autonomie, le développement de l'autonomie dans l'eau. Une matinée pour bouger, nager, s'amuser et s'évader de la routine du quotidien. L'heure est à présent venue pour Jeannot, Pauline et les autres pensionnaires de retourner à l'EHPAD du Marin en attendant vendredi prochain avec impatience. Nous étions le plus heureux, ce bon coin.
C'est un secteur en crise. La filière viticole fait face à de nombreux enjeux. Dérèglement climatique, concurrence étrangère, baisse de la consommation. Alors certains acteurs font le choix de diversifier leur production, comme à Sauveterre de Guyenne, où cette coopérative de viticulteurs girondins produit du vin sans alcool. Un investissement audacieux à un prix très coûteux, comme l'a constaté Océane Archambault dans ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Voici la nouvelle boisson tendance. Elle a toutes les caractéristiques d'un grand vin, sans l'alcool. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de reproduire en fait le vin original, de le désalcooliser et de retrouver en fait des arômes, un équilibre de bouche qui ressemble au produit d'origine. Voilà, donc c'est tout l'enjeu en fait de la désalcoolisation et de ce produit-là. Un marché prometteur puisqu'en 2023, 30% des Français déclaraient consommer des boissons sans alcool ou peu alcoolisées. Alors, c'est un gros investissement, ça reste un pari, mais je dirais c'est un pari aujourd'hui qu'on regarde avec un peu plus de sérénité parce qu'on voit quand même une grosse demande en fait sur ces produits-là. Un marché en France, mais aussi à l'international. Les produits sans alcool de cette entreprise sont référencés jusqu'au Brésil. C'est d'ailleurs assez marrant de le constater, on voit qu'il y a une espèce d'évolution de la consommation et elle est quasiment la même un petit peu partout dans le monde, quoi, en fait, voilà. Comme si en fait quelque part on s'affranchissait là des frontières sur ces produits-là. Pour vendre un vin à 0 degré, il faut procéder à une désalcoolisation du produit. Un processus réalisé par une grosse machine, sorte de cocotte minute, capable de désalcooliser 800 litres de vin par heure. Voilà notre machine à désalcooliser. Alors typiquement c'est un alambic, c'est une machine qui sert à distiller les vins, sauf qu'ici la grosse différence c'est qu'elle va être sous vide. En étant sous vide, on va abaisser la température d'ébullition aux alentours de 30 à 40 degrés Celsius. Ça fait qu'on va protéger, on va respecter les arômes du vin et ses saveurs. La grande distribution semble encore frileuse à l'idée d'accueillir du vin sans alcool dans ses rayons, et ce, malgré le succès que rencontre cette nouvelle boisson. Fabien Perrault est un garagiste, pas comme les autres. Un atelier ambulant et des voitures anciennes sont ses outils de travail. Frédéric Sillet, pour Via Occitanie, l'a suivi lors d'une intervention sur une Dauphine de 1960. Regardez son reportage. Moi j'ai tout. Oui, il a tout. Bidon d'huile, piston de rechange et bougie d'allumage. C'est parti. Fabien Perrault est prêt à prendre la route pour remplir sa mission, celle d'un spécialiste ambulant au service de la mécanique automobile ancienne, à bord de son estafette de 1972. Elle s'appelle Choupette, mon principal outil de travail et surtout un super jouet au quotidien. J'ouvre, hein. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Renaud Morin, propriétaire d'une Dauphine des années 60 qu'il souhaite remettre en état. C'est plutôt un redémarrage de ce que j'ai compris. Oui, elle n'a pas roulé en fait, elle est restée dans un garage pendant quelques mois. Je vais regarder ça, je vais remettre la batterie neuve. Je suis passionné, donc les voitures, elles me parlent. Je leur parle, je suis un peu dans un autre monde quand je fais de la mécanique. Sur les voitures modernes, il n'est plus question de faire de la mécanique comme on faisait à l'époque. Là, je peux pratiquement tout réparer avec peu d'outillage. Là, c'est plus empirique, quoi. C'est à l'oreille, aux sensations. Bon, la batterie, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler l'allumage. Okay. Après un contrôle général du moteur et quelques litres d'essence dans le réservoir, c'est l'heure de vérité. Allez-y. Elle redémarre pour le plus grand plaisir de son propriétaire réticent de laisser sa Dauphine entre n'importe quelle main. J'ai la certitude d'avoir un professionnel qui connaît ce type de mécanique et qui est capable de résoudre tous les problèmes que ces mécaniques peuvent avoir spécifiquement. La demande en France sur l'entretien et la restauration de voitures anciennes est en constante évolution. Depuis la dernière décennie, certaines d'entre elles ont même vu leur valeur multipliée par 10. Fabien et Choupette ont encore devant eux de nombreux kilomètres à parcourir ensemble pour se rendre là où l'on aura besoin d'eux. Sans transition dans ce journal, parlons, si vous le voulez bien, d'une langue, ou plutôt d'un moyen d'expression inventé par un Français il y a presque 200 ans, le braille. Un outil de communication indispensable pour des millions de personnes aveugles ou malvoyantes et dont nous dévoile quelques notions Mélanie Caron dans ce sujet pour Via Occitanie. Regardez. Reproduire les lettres de l'alphabet sous forme de points, c'est le principe du braille. Un code inventé il y a près de 200 ans pour permettre aux malvoyants une totale autonomie d'écriture et de lecture. Le braille, c'est un code pour transcrire une langue déjà existante. Ce que j'essaie de dire, c'est que par exemple, toutes les langues latines
qui n'utilisent pas d'autres symboles que l'alphabet latin, utilisent exactement le même alphabet braille. Ça, c'est très important. Moi, je lis de l'anglais, je lis de l'allemand, de l'espagnol, sans aucun problème. Et le braille, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté la possibilité d'avoir sous la pulpe d'un doigt, de manière totale, une lettre. Ce qui n'était pas le cas. Pour lire du texte en relief, il faut bouger le doigt en permanence, même sur une même lettre. Alors qu'avec le braille, vous posez la pulpe de votre doigt sur une cellule braille, vous avez directement la lettre qui est perçue par le cerveau. Du coup, on peut lire beaucoup plus vite. Dans cette salle de cours, les voyants aussi apprennent les bases de ce code utilisé par plus de 6 millions de personnes dans le monde. Et chacun trouve ses astuces pour mémoriser les lettres. On démarre avec le point 1, le point B c'est 1, 2, et après il faut apprendre comment ils sont disposés jusqu'à J. Et ensuite, pour les lettres de K à T, on rajoute le point 3 qui est tout en bas à gauche. Pour écrire sur papier, les braillistes disposent de plusieurs outils, comme cette machine un peu encombrante. On peut très bien écrire actuellement sur un ordinateur et imprimer en braille. Ça s'appelle embosser, ça marche très bien. Simplement, il faut avoir un peu de matériel. La Perkins, c'est ce qui permet, c'est la machine à écrire en braille, on va dire. Créée dans les années 50, la Perkins permet aux malvoyants d'écrire à une vitesse impressionnante grâce à ces quelques touches. Ici, on a 6 touches, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on va faire des combinaisons de touches pour faire des combinaisons de points. Par exemple, le L, ce sont les points 1, 2, 3. Et donc, je vais appuyer en même temps sur les touches 1, 2, 3. Et je vais faire un L. L-A-P-I-N. C'est aussi une écriture à la main qui se réalise au poinçon. Jusqu'à quand et encore. Les lettres se forment à l'aide de cette tablette. Sur chaque ligne, 23 cases, comportant 6 creux, permettent de réaliser toutes les combinaisons possibles. Le braille se décline aussi sous une forme mathématique ou encore une forme abrégée. Mais à ce jour, en France, seuls 8% des ouvrages sont accessibles en braille, alors qu'1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision. Le boyonton, cette recette à base de tripes de poisson, doit son histoire à une ville, celle du Prêcheur, et à une activité, celle de la pêche. Une plongée culinaire proposée par Johan Charpentier Titi pour la rédaction de Via ATV, en Martinique bien sûr. Jean-Guy n'en est pas à son coup d'essai. Le boyonton, il est tombé dedans quand il était petit. Un plat qui l'a toujours fasciné, au point d'en percer les moindres secrets. J'étais très observateur quand j'étais gamin. Et je regardais comment ils faisaient. Et curieux aussi, c'était poser des questions. Parce qu'en fait, les vieux, la tradition, fait, le savoir s'acquérait comment? C'était en observant. On ne venait pas comme à l'école pour dire, eh bien bon voilà, 1 et 1 font 2. Ils ne t'apprenaient pas comme ça. La maîtrise est au rendez-vous. C'est délicieux, c'est délicieux. Il n'y a pas, voilà, c'est le bonheur ici. C'est trop bon. Attention tout de même à ne pas se brûler. Il est celui-là, s'il te plaît. Je vais te donner la cuillère, t'as envie de te brûler. Le boyonton, plat incontournable du Prêcheur, et comme toute bonne recette traditionnelle, elle a ses origines. Il ne faut pas oublier que quand les pêcheurs du Sud venaient pêcher au Prêcheur, ils partaient pour la semaine. Il fallait donner à manger à ces gens parce qu'ils entraient très tard, c'était à la voile, quand il n'y avait pas de vent, ils étaient obligés de rentrer sur le Prêcheur parce qu'ils venaient pêcher tout au nord. Et il fallait donner à manger à ces gens. Alors d'abord, ça a été le bouillon, il était salé. Et un jour, trop de monde, elle a essayé cette recette, le boyonton. Clin d'œil à l'histoire, Yasmine, femme de marin-pêcheur, est venue de Sainte-Anne pour déguster un bon plat de boyonton. C'est une spécialité du Nord, nous on ne fait pas ça, on ne connaît pas du tout. Mon mari est marin-pêcheur pourtant, mais on veut vraiment goûter. Alors on a retenu chez un vrai pêcheur et un autre à Mélodie, tu sais, au restaurant. Comme ça on va pouvoir comparer un petit peu. Et chaque année on va goûter à d'autres. Pari réussi pour les Préchotins, leur recette emblématique attire toujours autant les foules. Voilà, et puis retour en Corse dans ce journal. Afin de prolonger la saison touristique, le domaine Maestracci a mis en place des visites de son vignoble. L'occasion pour le public de découvrir la culture de la vigne en biodynamie. Je vous propose d'écouter Camille Anaïs Raoult, propriétaire du domaine, au micro de Paul Claret et de Maë Poupard pour Télépaésé sur place. Nous accueillons les gens entre 10h et 10h30. Dès que le groupe est entier, nous commençons la visite en leur expliquant un petit peu l'historique familial, en les faisant rentrer
dans notre petit monde et en essayant de leur faire partager au mieux notre passion et notre vécu. Et puis également cette course hors du commun dans les Vosges. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur le lac de Gérardmer pour participer aux courses de Dragon Boat. Ce sport nautique à la fois compétitif et récréatif est également pratiqué à des fins de santé, notamment après un cancer du sein. Ces courses servent de qualification pour les championnats de France. C'est un reportage de notre partenaire Vosges TV sur place. Une ambiance caractéristique de la discipline avec ce tambour qui mène la cadence du Dragon Boat, ce bateau traditionnel dans la culture chinoise, facilement reconnaissable grâce à sa tête de dragon. Il y a 17 clubs différents et il y a 40 courses. Donc ce sélectif est nécessaire pour se qualifier pour les championnats de France. 3 formats proposés, 200, 500 et 2000 mètres dans des embarcations de 10 ou 20 pagayeurs, toujours accompagnés d'un tambour donc, mais aussi d'un barreur, avec une particularité, celle d'avoir obligatoirement des équipages mixtes, un sport oui, mais surtout un esprit d'équipe. De l'homogénéité dans le groupe, ça c'est important. C'est ce qui fait avancer le groupe, c'est l'unité dans le pagayage. Plus que les forces des individualités ne suffisent pas, il faut être ensemble. Qu'est-ce que ça vous apporte? Au niveau musculaire, bien sûr, une stimulation. Au niveau de l'équipe, du plaisir et d'être sur l'eau, sur le lac le soir, un régal. J'ai fait de la compétition les premières années, maintenant c'est le plaisir, voilà. Le loisir et aussi la santé. En 1995, un docteur canadien crée un équipage de Dragon Ladies avec des femmes traitées pour un cancer du sein. Une idée qui paraissait insensée mais qui finalement a fait son chemin. En France, en 2019, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, encourage la pratique. C'est juste la gestuelle qui permet d'avoir une action sur le drainage du lymphœdème des gros bras suite à des opérations en fait, sur des cancers du sein. C'est pour ça que le Dragon Boat est si populaire après le cancer du sein et qu'il y a beaucoup d'équipages de filles, de ladies comme on les appelle. Au départ on pense que c'est essentiellement un sport de bras. Au final c'est aussi un sport de jambes, c'est aussi un sport qui mobilise les abdominaux. On va à notre rythme, néanmoins on nous pousse un peu aussi dans nos retranchements, ce qui est plutôt pas mal. Le lac Géromois accueillera d'ailleurs les championnats de France de la discipline en septembre 2025. Et puis, comment former nos futurs cavaliers? L'hippodrome du Mans propose des courses de poney pour les plus jeunes, âgés de 8 à 16 ans. Ils ont d'ailleurs pris part à 5 courses différentes, dont une réservée aux plus aguerris. Avec leurs parents, ils ont pris la chose très au sérieux, vous allez le voir. Un reportage signé Othélie Brion et Alexandre Ferrer de notre partenaire LMTV Sarthe. Dans la balle, tu peux prendre le sable vert, parce qu'il y a une petite pochette beige. La préparation est rigoureuse. À 12 ans, Brune est une habituée des hippodromes. Avec plus de 100 courses à son actif, rien n'échappe à l'œil de la cavalière et de ses parents. Je la marche pour qu'elle se détende, je la selle, je la remarche. Si t'as pas assez marché ton cheval, ses articulations ne sont peut-être pas totalement dépliées et tu peux blesser ton cheval pendant la course et ça c'est pas hyper bien. Du côté des box, c'est un autre concurrent, Victor, qui se prépare. À 10 ans, le jeune jockey a déjà une solide expérience. Mon premier poney, c'était un petit poney Pops et j'ai gagné 2 courses avec. Et sinon, j'en ai un autre à cornes. J'ai gagné 2 courses avec aussi. Et maintenant, je fais du cross. Le virus de la course y pique, Victor le tient de son père, un ancien jockey devenu entraîneur. À quelques minutes de la course, l'amitié entre les cavaliers est cependant un peu mise de côté. Brune a déjà repéré les potentiels concurrents. Mon frère, il a un meilleur poney que moi et un autre, celui de Victor Ferland, Diablotin de Bray aussi. Il faut dire que des points sont en jeu pour pouvoir participer au championnat de France à Deauville. Et avec sa 2e place, bien. C'est Victor qui fait la meilleure opération. Direction la Loire maintenant. Après plusieurs mois de travaux, cette chartreuse située à quelques kilomètres de Saint-Étienne a rouvert ses portes. L'ancien monastère innove, vous allez le voir, avec une nouvelle expérience. Désormais, les visites sont accessibles aux sourds et aux malentendants. Une traductrice double la médiatrice en langage des signes. Un reportage de Colin Sabatier, notre partenaire de TL7 dans la Loire.
À 10 km de Rive-de-Gier, la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret offre un lieu pittoresque marqué par 8 siècles d'histoire. Alors la Chartreuse de Sainte-Croix, elle a été bâtie en 1280. Elle a la particularité d'avoir été financée par une femme, Béatrix de la Tour du Pin. Les Chartreux vont l'habiter jusqu'en 1792, date à laquelle en fait ils vont être expulsés par les révolutionnaires. La Chartreuse devient bien nationale et depuis cette date, en fait, c'est une communauté laïque qui l'habite. Classé parmi les plus beaux villages de France, l'ancien monastère est désormais le bourg d'une commune habitée par environ 480 habitants au quotidien. Tout le monde se connaît un peu ici, pour le coup c'est vraiment très agréable. Il y a une vraie vie communautaire également, une vie associative. L'histoire commence au bout du passage des voûtes. L'église paroissiale rassemble tableaux et statues dans un style baroque au charme intemporel. Après plusieurs mois de travaux, la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret a réouvert ses portes. Une visite guidée en langage des signes et une quête interactive sont disponibles. C'est comme quand on fait le vendredi saint avant Pâques, on mange pas de viande. C'est un des objectifs essentiels de la culture aujourd'hui, c'est d'être accessible au plus grand nombre. Et effectivement, aujourd'hui a lieu une première visite en langage des signes avec du coup une vingtaine de participants, donc on est très contents. Le site de la Chartreuse accueille près de 60 000 visiteurs par an. Alors, serez-vous le prochain ? Voilà, c'était le grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'été. Au revoir à tous.